Bonsoir à tous. Alors je vais vous parler donc de l'introduction de la blockchain, un petit peu faire l'histoire. Je vais essayer de ne pas être trop technique. Je vais parler de Bitcoin et d'Ethereum surtout, mais la structure blockchain est plutôt commune à la plupart des infrastructures. Alors en fait, notre monde il fonctionne d'une manière avec des alliances où les gens, les groupes, les entreprises, ils travaillent ensemble et ils obtiennent des synergies pour avoir des résultats. Certaines de ces alliances sont favorables, des fois certaines sont plus compliquées et malheureusement se font au détriment des autres. La crise des subprimes de 2008 a créé un problème majeur dans l'économie mondiale et une personne ou un groupe de personnes toujours mystérieux à l'heure actuelle, dénommé Satoshi Nakamoto, a donc en réponse à ce problème international d'économie inventé une nouvelle technologie qui est donc la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est donc? C'est un programme qui est tout simplement partagé sur la plupart des ordinateurs du réseau qui veulent bien le mettre sur l'ordinateur. En fait, il y a deux choses. Il ne faut pas confondre la blockchain et le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une implémentation de la blockchain. C'est-à-dire que la blockchain, c'est vraiment la technologie sous-jacente. À partir de là, il y a eu donc depuis 10 ans le Bitcoin qui s'est développé dans nos pays. L'avantage du Bitcoin, c'est qu'il permet donc à n'importe qui de rentrer dans le réseau, de créer un compte, j'en parlerai un peu plus tard, et donc d'échanger de la valeur, donc des unités de compte entre les autres personnes du réseau. Comme je disais tout à l'heure, c'est en fait un programme qui sera installé sur la plupart des ordinateurs, et ce programme, il va s'exécuter de la même manière sur tous les ordinateurs. Et la puissance qui a finalement été une résolution d'un problème mathématique très complexe, donc la puissance de cette technologie-là, qui a été inventée par Satoshi, c'est aussi une réponse aux problèmes mathématiques de ce qu'on appelle aussi en informatique, de la double dépense. C'est-à-dire qu'en informatique, on peut toujours copier les données, et on pourrait très bien dire, si je possède 100 €, j'envoie en même temps 100 € à la personne A et la personne B. Et en fait, la blockchain, donc sans rentrer dans la technique trop, permet donc de passer outre ce problème. Voilà, à partir de là, n'importe qui peut créer donc des jetons, maintenant que la technologie est inventée, et utiliser ce programme. N'importe quelle personne qui installera ce programme dans le monde fera donc partie de ce groupe. Et à partir du moment où il fait partie de ce groupe, il peut s'échanger des jetons, donc des unités de valeur, avec le groupe de manière sécurisée. Et ce programme qui est installé sur tous les ordinateurs, il va gérer une base de données. Cette base de données, qu'on appelle aussi des fois le registre, il va contenir donc tous les échanges de valeurs que vont se faire entre les gens. Alors ça, c'était Bitcoin, on va dire, un petit peu aux origines. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 10 ans, les informaticiens ne sont pas restés là, et il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Notamment, Bitcoin de base, il permettait de s'échanger donc que des unités de valeur, donc c'est comme des variables. Si vous avez fait tous un petit peu d'algorithmie, vous avez vu ce que c'est qu'une variable. Finalement, c'est juste une variable qui est déclarée, et on dit, bah, telle personne, tel compte, va avoir telle valeur. Et pour se mettre d'accord donc sur tous les nœuds du réseau, donc les personnes qui vont porter cette technologie blockchain, il va falloir ce qu'on appelle un consensus. Et le consensus, il est codé dans le programme de la blockchain. Le consensus, en fait, c'est quoi? C'est la façon dont les gens vont se mettre d'accord pour écrire sur la base de registre, que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, si moi j'ai envoyé de l'argent à quelqu'un, à ce moment-là, tout le monde est conscient que j'ai envoyé de l'argent à quelqu'un, parce que, comme je vous explique, le programme il est répliqué sur tous les ordinateurs du réseau. Et si finalement je dis non, en fait j'ai pas envoyé cet argent, je l'ai toujours. Donc je me mets de l'argent en plus. Par exemple, si j'essaie de pirater, tous les autres nœuds du réseau vont voir donc qu'il y a un problème. Donc c'est ça la puissance. Ça laisse ouvert certaines possibilités d'attaque, dont l'attaque des 51%, c'est-à-dire que si vous contrôlez la majorité du réseau, vous pouvez en quelque sorte forcer les autres à accepter ce que vous faites. Alors, donc ça c'est le consensus, le consensus proof of work, qu'on appelle preuve de travail, c'est finalement ce qu'on appelle aussi le minage, donc j'en parlerai peut-être un peu plus tard, sans trop développer parce que c'est assez technique.
c'est le fait de dire, bah, puisque moi je fais tourner un nœud Bitcoin sur mon ordinateur et que j'ai une machine performante, je vais calculer donc des vérifications cryptographiques sur le réseau de telle manière à faire en sorte que le réseau il soit propre et que toutes les transactions soient valides. Et plus en fait on fait de calcul pour ce réseau, et plus on est récompensé donc avec les unités de valeur du réseau. Donc il existe aussi la proof of stake, c'est-à-dire la preuve d'état, la preuve de mise. C'est-à-dire, par exemple, si je crée une monnaie, par exemple, où il y a 200 unités de compte et que j'en possède 100, mais que 100 autres personnes possèdent les 100 restantes, eh bien, je vais considérer que, vu que j'en ai beaucoup plus que la plupart des gens, j'ai la majorité, j'ai le droit à plus de voix, j'ai le droit à plus de paroles sur le réseau. Donc, à partir de là, je ne vais pas, en fait, vérifier le réseau par un calcul avec mon ordinateur, je vais vérifier le réseau et prouver la bienveillance du réseau parce que j'ai beaucoup de jetons. Donc il y a plein de manières de faire, peut-être que je vais moi-même valider certaines transactions, etc. Il y a plein d'implémentations possibles. Alors, maintenant on va voir les comptes. J'en ai un peu parlé parce que tout est intriqué, mais les comptes c'est une autre entité fondamentale qu'on utilise quand on parle de la blockchain. Dans n'importe quelle blockchain, comme je vous ai dit, c'est un programme qui tourne avec un registre qui est alimenté. Ce registre, quand il est alimenté et que les transactions sont validées, elles sont regroupées et on les regroupe par bloc. C'est pour ça que ça s'appelle la chaîne de blocs, justement. Par exemple, pour Bitcoin, on a une certaine valeur, 1 méga, je crois, pour le bloc. Et donc, n'importe qui peut télécharger le programme sur son ordinateur. Si vous êtes externe pour l'instant au groupe, vous téléchargez le programme sur votre ordinateur, par exemple, ou vous pouvez vous connecter avec quelqu'un qui fait déjà tourner le programme. Il suffit juste que vous demandiez au programme, crée-moi un nouveau compte. Je vais prendre, en fait, choisir une clé secrète, donc on appelle la clé privée, qui est finalement une chaîne de caractères. Je vais choisir une clé, et à partir de cette clé, on va calculer une clé publique et une adresse. L'adresse et la clé publique, je pourrais la donner officiellement aux autres, mais la clé privée, elle restera à mon appartenance. Et à partir de là, où on a... Alors, on peut créer une quasi-infinité de comptes parce que on utilise une chaîne de caractères très longue, et donc la combinatoire mathématique fait qu'il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup plus que le nombre d'atomes dans l'univers ou quoi que ce soit. Donc, on peut créer une infinité de comptes comme ça, et il n'y aura jamais de souci. En prenant des comptes au hasard, par exemple, on ne pourra jamais tomber sur quelqu'un qui a déjà créé ce compte. Voilà, alors donc, on peut aussi faire des transferts de valeurs entre ces comptes. Donc par exemple, si vous possédez un certain nombre d'unités de compte, vous pouvez l'envoyer à un autre compte, et évidemment c'est payant. Donc vous allez payer dans les unités de compte de la blockchain en question. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a des blockchains qui sont un peu plus avancées. Donc par exemple Ethereum, par rapport à Bitcoin, l'avantage c'est qu'elle permet en plus dans le programme de stocker d'autres programmes. Donc c'est-à-dire que non seulement les gens peuvent créer un compte sur la blockchain, mais en plus ils peuvent aussi mettre des programmes directement sur la blockchain et utiliser des zones mémoire spécifiques pour leur programme, de telle manière à ce que, comme je vous ai dit, le programme initial de la blockchain qu'on appelle la machine virtuelle, il est partagé entre tous les ordinateurs du réseau. Si moi je choisis de déployer un nouveau programme sur la blockchain, donc ça c'est par exemple sur Ethereum, il va lui aussi être déployé sur tous les nœuds du réseau et être exécuté sur tous les nœuds du réseau. Et l'avantage du coup de faire ce genre de choses, c'est qu'on est sûr que le programme il s'exécute toujours de la bonne manière. C'est-à-dire que il est inaliénable, le code va toujours bien s'exécuter, il est inarrêtable parce que pour faire tomber le réseau, il faudrait faire tomber tous les ordinateurs qui portent la blockchain, ce qui revient à faire tomber Internet. Et surtout, il n'est dépendant d'aucun pays. Donc, par rapport à l'international, je pense qu'on aura plus d'explications tout à l'heure. Mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que n'importe qui, dans n'importe quel pays, on a déjà eu des grosses applications par rapport à ça, peut utiliser la blockchain. Alors, niveau temps, je ne sais pas. Ok. Alors, maintenant, par rapport aux échanges, il y a des sites internet qui se sont créés et qui vont communiquer directement avec la blockchain. On peut avoir des block explorer, donc vous pouvez regarder pour telle ou telle blockchain quelles sont les transactions qui se sont passées. D'ailleurs, une petite note, par rapport à Bitcoin, on dit toujours que c'est anonyme, mais en fait c'est faux, c'est pseudonyme. C'est-à-dire que vous allez choisir, comme je disais, une chaîne de caractères qui sera votre compte, et à partir de là,
quand vous utiliserez ce compte, on verra dans toutes les transactions, donc dans la base de données de Bitcoin, votre adresse à chaque fois. Donc si quelqu'un sait que cette adresse, elle vous appartient, par exemple si vous avez été sur un site internet et que vous avez dit, bah tiens, je vais créer un portefeuille Bitcoin et je m'appelle Monsieur Martin, etc. Bah, l'État, etc. peut retracer, et d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, on considère qu'il y a beaucoup d'adresses Bitcoin qui sont connues. Alors que pourtant on sait que à l'époque, quand le Bitcoin était beaucoup utilisé sur le dark web, etc., les gens pensaient que c'était totalement tranquille, en fait non. Alors il y a aussi des échanges décentralisés, donc ça c'est quelque chose qui est entièrement nouveau. Alors sur les échanges, bon c'est très classique, hein, on peut échanger des unités de compte d'une blockchain à l'autre. C'est-à-dire que si vous possédez des unités de compte sur une blockchain, vous allez aller sur un échange classique, il va vous ouvrir en fait des comptes sur toutes les blockchains que vous désirez. Et vous allez soit transférer initialement des jetons sur cet échange, et une fois que vous aurez des jetons sur cet échange, vous pourrez donc les échanger au prix du marché et faire le panachage que vous désirez en crypto. Donc si vous désirez telle ou telle crypto, vous pourrez acheter ce que vous voulez. Et certains échanges aussi permettent d'échanger dans les monnaies fiat, par exemple en euros ou en dollars. Donc c'est important pour pénétrer le marché quand on est un investisseur externe. La première fois que vous allez arriver sur ce marché-là, si vous avez que des euros, il va falloir passer par une banque crypto, par exemple Kraken ou Coinbase. Voilà. Alors il y a aussi les échanges décentralisés. Donc les échanges décentralisés, comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'avantage c'est que, en fait, au lieu de programmer l'échange sur un domaine internet classique, c'est-à-dire un serveur classique sur internet, il n'y a pas de serveur. C'est-à-dire qu'on utilise la blockchain, le programme en tant que tel, pour déployer notre programme d'échange. Donc les gens, il leur suffit juste de se connecter à ça. Donc souvent ça se fait soit par l'intermédiaire d'un petit client qu'on peut télécharger du site, ou soit par internet. Mais quand on se connecte sur un site internet, le site internet il est là juste uniquement pour faire le portail. C'est-à-dire que le site n'héberge rien. Et l'avantage d'un échange décentralisé, c'est que vous n'avez à faire confiance à personne. Donc j'ai peut-être pas assez souligné ce point-là, mais une des plus grandes puissances de la blockchain, comme je parlais au début, c'est de faire naître des vraies alliances. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. La seule chose dont vous allez avoir confiance, c'est finalement l'aspect cryptographique qui est derrière. Alors voilà, donc pour finir ma partie, je vais vous montrer un petit graphe parce qu'on dit toujours oui, bon, blockchain à quoi ça sert. Alors là, la blockchain, on peut voir qu'elle est très disruptive sur la plupart des technologies. Beaucoup de personnes considèrent que c'est une énorme révolution. En fait, tous les secteurs sont potentiellement touchés et tous les secteurs peuvent implémenter des solutions qui leur feraient optimiser leur rendement sur des échelles de 10 à plus de 30% parfois, juste en les mettant sur la blockchain. Pourquoi? Parce que la blockchain, c'est automatique. Et la blockchain, c'est transparent. Si vous faites confiance à une entreprise, par exemple pour placer votre argent, vous aurez toujours un petit stress et vous devrez faire confiance aux audits. L'avantage, c'est que là, l'entreprise, elle va publier un white paper, elle va dire, bah, moi, je vais créer un nouveau service qui va faire ça, 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 et ce service-là, je vais le coder, je vais le programmer, et je vais le mettre dans la blockchain. Et maintenant, qui même me suivent. Mais la chose qui est intéressante, c'est que moi, le créateur, j'ai pas plus de pouvoir sur mon programme que la plupart du grand public. Alors, sauf, évidemment, on peut programmer ce qu'on veut. Maintenant, ce qui se fait un peu plus, c'est que le créateur met un petit portail, il y a des petites fonctions en plus qui lui permettent, en gros, si certains clients ont des problèmes, d'avoir une puissance un peu supérieure, une sorte de modération, mais personne ne peut prendre votre compte le vider. Alors qu'on a bien vu en Chypre, dans plein de pays, les problèmes économiques qu'on avait avec les banques ont un pouvoir plein sur vos comptes. Voilà. Je passe la parole donc à mon associé Adrien. Merci. Alors, est-ce qu'au fond, vous m'entendez bien? Je n'arrive pas à voir si le micro est assez fort. C'est bon ou pas? Ouais. Ok. Alors, moi, déjà, merci d'être là à cette conférence d'initiation de la blockchain. C'est important que vous soyez là parce que vous êtes la... Encore plus près? Pardon. Vous êtes la génération qui va connaître les premiers applicatifs concrets de la blockchain et vous allez les utiliser au jour le jour. Alors, il faut dire que c'est déjà assez vrai pour ceux qui ont des crypto-monnaies. Je ne sais pas si certains en ont dans la pièce, sûrement, à mon avis.
mais vous allez connaître des applicatifs qui vont vous impacter au-delà des crypto-monnaies dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est une révolution, et c'est important de savoir comment ça fonctionne pour bien les utiliser, et savoir où ça va impacter dans le monde réel. Alors, je vais juste prendre 2 secondes pour revenir sur ce que mon ami Jérémy vous a parlé, pour bien parler des DLT, qui sont des réseaux. Tu m'entends bien, c'est bon? Nickel. Donc, qui sont des registres distribués, et il y a une différence entre ces registres distribués et les blockchains. C'est 2 choses qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Donc, une blockchain, c'est une base de données distribuée. Mais une base de données distribuée n'est pas forcément une blockchain. Je m'explique. Alors, la blockchain, rigoureusement, c'est un fichier formé de blocs, et ces blocs sont horodatés, l'enchaînement de ces blocs et la validité de ces blocs sont vérifiables. C'est ça la force de la blockchain. Par extension, quand on parle de blockchain, on parle de la technologie et du réseau qui permet à la création de ce fichier. Une blockchain publique, c'est un réseau qui est ouvert, généralement en peer-to-peer, donc en bilatéral, et le consensus global, c'est tous les nœuds du réseau, tous les acteurs du réseau qui ont toute l'information. Ça, c'est important que vous le compreniez. A contrario, la blockchain privée, c'est le déploiement du code d'une blockchain publique, comme Bitcoin et Ethereum, dans un cadre privé, avec un réseau fermé et un contrôle d'accès. Le consensus y est global ou non, mais il y a bien un système de permission. Par exemple, les étudiants de l'école type la vôtre, par exemple. Et une DLT, enfin, c'est une technologie de tenue de compte distribuée. Techniquement, le Bitcoin est une DLT, mais une DLT n'a pas forcément de blockchain. Exemple, Corda, qui est la blockchain de la startup R3, mais je vous en reparlerai. Et généralement, une DLT désigne une technologie pour les réseaux privés. Alors, moi, on m'a donné 20 minutes pour vous parler de l'apport de la blockchain dans le monde financier. C'est un sujet qui est très vaste. Je pourrais en parler 4 heures, donc je vais essayer d'être synthétique. Je ne vais pas rentrer dans le fond des sujets, mais vous donner un aperçu global de quels sont les sujets de prédominance sur lesquels la blockchain a un vrai intérêt, une vraie plus-value. Donc j'en ai recensé 6 domaines d'utilisation de la blockchain. Il y en a beaucoup plus, hein, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est les 6 qui me paraissent importants et pour lesquels vous avez sûrement entendu parler d'une d'entre elles. Donc la première, c'est la supply chain, c'est la logistique et le transport. Vous avez sûrement vu le reportage de TF1 il y a 2 jours qui parlait de Carrefour, qui avait mis un réseau de blockchain dans la supply chain pour faire la traçabilité de la viande et de l'alimentation. Voilà un exemple typique de blockchain qui va permettre de qualitativement booster la traçabilité de la viande de Carrefour. La supply chain, c'est des process entre 8 et 30 acteurs à l'heure d'aujourd'hui. C'est forcément chaque acteur prend une commission, donc ça a un coût, et c'est aussi au niveau du temps un inconvénient, parce que plus il y a des acteurs qui se multiplient, plus il y a un risque que le produit n'arrive pas à bon port, ou qu'il soit modifié ou abîmé. La blockchain va permettre d'upgrader ce système de transport et de supply chain en ayant un suivi qualitatif et en ayant des process qui sont standardisés. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, si vous voulez mon avis personnel là-dessus, c'est que la supply chain, c'est un domaine qui est pour l'instant très très mal compris de la blockchain, des acteurs de la supply chain. Et quand ça va arriver, ça va être une vraie révolution parce que les acteurs vont se prendre le Big Bang blockchain et on entendra parler. Vous allez voir, dans quelques années, ça va arriver. Alors, le deuxième grand domaine d'utilisation, vous avez sûrement entendu parler, c'est les smart contracts. Donc les contrats intelligents qui ne sont en fait pas forcément des contrats qui sont loin d'être intelligents, c'est juste des prérequis qui sont inscrits dans un code qui se débouclent automatiquement dès qu'ils sont respectés. Ces smart contracts sont très utiles parce qu'ils vont permettre de supprimer à terme, ou du moins de supprimer une des fonctions des tiers de confiance. 3 exemples, les banques qui sont des tiers de confiance, les assurances, les notaires et toutes les professions réglementées, et les administrations publiques. Qu'est-ce qu'une assurance si ce n'est un tiers de confiance? Elle vous assure contre un paiement mensuel d'une mensualité de vous couvrir contre un dégât des eaux ou alors contre un préjudice de vol. Mais ce process d'assurance, il a 2 grands défauts. Le premier, c'est que d'une part, l'assurance est en même temps jugée partie, c'est-à-dire que c'est l'expert qu'elle envoie expertiser votre propre domaine en cas de problème d'assurance, et forcément c'est elle qui a le dernier mot, c'est l'expert mandaté par l'assurance qui choisit de déboucler le contrat ou pas. Et deuxièmement,
c'est l'assurance qui valide à la fin si oui ou non il y a le préjudice selon les conditions qu'elle a établies avec votre contrat. Donc ça veut dire que c'est elle qui a les cartes en main, et potentiellement, on a déjà vu dans des pays, ou même en France, des contrats qui n'ont pas été débouclés alors que les clauses étaient remplies, parce qu'elles jouent sur les délais, sur les clauses cachées, etc. Donc avec des smart contracts, on a la possibilité d'implémenter directement dans le code des prérequis qui se débouclent automatiquement pour avoir la somme d'argent à l'instant T de façon facilitée. Ça c'est intéressant. Forcément, on a toujours la problématique du tiers de confiance, mais qui peut être neutre, pas forcément mandaté par l'assurance. Et deuxième utilisation, c'est les actes notariés sur blockchain. Si jamais les actes notariés sont sur blockchain, ça libère une grande partie de l'utilité de ce notaire. Le troisième, c'est l'aspect monétaire. C'est celui que vous connaissez le plus, c'est celui des crypto-monnaies. J'ai préféré le séparer en deux points. Le premier, c'est les paiements et transferts. Donc c'est tout simplement le fait de payer et de transférer de l'argent en crypto-monnaie. C'est celui qui fonctionne le plus actuellement, celui dont tout le monde entend parler, et ceux qui ont des crypto-monnaies l'ont déjà utilisé, déjà fait un paiement ou un transfert en crypto-monnaie. C'est celui qui est assez disruptif parce qu'il apporte d'une part de la sécurisation. Vous avez votre crypto-monnaie avec votre propre clé privée, comme l'a rappelé Jérémy. D'autre part, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher que les solutions qui existent dans le commerce. On voit par exemple Western Union qui a entre 8 et 10% de frais, et avec des transferts qui prennent de 3 à 4 jours dans le commerce. Avec la crypto-monnaie, moi je peux vous envoyer à l'autre bout du monde 10 000 €, ça me coûte 3 centimes et 10 minutes. Ça apporte une vraie plus-value. Même s'il y a eu un moment des frais qui étaient plus exorbitants, mais la technologie va avancer et les frais sont en train de diminuer. Et deuxièmement, les ICO, donc le principe de financement de l'économie. Il y a pour moi un vrai potentiel à ce niveau-là. Pour l'instant, on a déjà vu que c'était monté en puissance et qu'il y avait déjà des grandes possibilités. Mais si vous voulez lever de l'argent et que vous êtes une entreprise, il n'y a que deux possibilités aujourd'hui. D'une part, vous faites un prêt, donc vous dépendez des process des banques classiques, ils ont tous les mêmes règles de financement, ils ont même les mêmes règles de risque, donc vous savez à peu près si vous pouvez ou pas. Et le deuxième grand moyen pour se financer, c'est faire une levée de fonds. Donc ou alors vous passez par des partenaires, ou alors en bourse. Dans les deux cas, c'est des process qui sont très chers, qui sont très très longs, parce qu'on doit passer par des commissaires aux comptes, c'est quelque chose qui prend 6 mois à réfléchir, donc c'est vrai que c'est un process costaud. L'avantage avec les ICO, mais mes collègues en reparleront, c'est qu'on peut transférer en bilatéral des grandes sommes d'argent de façon très rapide, très simple et très efficace. En échange de la crypto-monnaie qu'on envoie, on reçoit des tokens qui sont plus ou moins une représentation ou du capital de l'entreprise, ou alors qui donnent des dividendes, ou alors qui donnent la possibilité de travailler avec l'entreprise sur son utilisation de produits, ou alors qui ne sert à rien, juste à se vendre. Ça dépend des modes d'utilisation. On pourrait faire 4 heures sur quels sont les tokens et à quoi ça sert, mais les notions restent encore floues, mais on a un token d'entreprise qu'on peut revendre à tout moment. C'est ça qui est intéressant. Le quatrième domaine, ça va vous parler à tous, c'est les domaines des marketplaces. Je vais prendre un exemple très simple, c'est Uber. Uber, qu'est-ce que c'est? C'est juste un facilitateur entre un client et un chauffeur. Il fait que de la mise en relation. Bien sûr, il propose un algorithme qui permet d'améliorer la sélection des chauffeurs, etc. Mais c'est que de la mise en relation. Et on se rend compte que Uber, autant qu'Airbnb qui fait la même chose, autant qu'Amazon, même s'il propose plus de services et que c'est plus complexe, ce n'est que de la mise en relation. À terme, on aura des marketplaces qui seront sur blockchain, qui pourront ubériser Uber et les grands acteurs des mises en relation. On peut aussi imaginer des choses un peu plus loufoques, comme la blockchain pour des sites de rencontres, par exemple. Donc ça va être un des grands enjeux de la blockchain, ça va être quel standard de blockchain pour quel usage sur ces marketplaces. Là, il y a un immense potentiel, il y a des grands acteurs qui vont être en jeu. En plus, dans ce domaine-là, c'est le winner takes all, c'est-à-dire que celui qui va gagner la bataille de la standardisation du process, celui qui va gagner la bataille de l'adoption, va être l'acteur reconnu et le leader sur le marché. Donc c'est en train de se jouer, c'est très intéressant. Le cinquième, ce sont les problématiques KYC. Donc c'est la connaissance client, c'est les process bancaires. Si vous voulez ouvrir un compte aujourd'hui, vous devez déposer votre nom, votre prénom, votre carte d'identité, fournir là où vous habitez, etc. C'est des process qui sont très lourds au niveau des banques, très longs et très coûteux. La blockchain va permettre de faciliter ces process KYC. Donc ça, j'ai un exemple à vous donner pour lequel j'ai travaillé. C'est le process avec des clients professionnels, d'avoir un KYC qui est mis à jour et qui, sur blockchain,
avec l'accord du client, appuie sur un bouton et envoie le KYC à toutes les banques concernées, parce que les clients professionnels ont une centaine de comptes en banque, dans des dizaines de banques, donc ça peut très vite avoir des coûts importants avec des équipes à gérer qui sont très lourdes. Et enfin, le dernier, c'est les titres financiers. C'est celui qui est purement finance, qui est très très compliqué. Donc je vais un peu le détailler avec vous pour bien comprendre, mais c'est là où il y a un énorme potentiel au niveau financier. Vous, ça ne vous touche pas en tant que tel, parce que vous ne savez pas comment sont conservés vos titres et à quoi ça sert, mais c'est des milliards de gâchis en termes de capture des titres sur les systèmes d'information. Donc, juste pour qu'on soit bien clair sur les notions, la blockchain en tant que technologie de stockage et de transmission d'informations, elle est transparente, elle est sécurisée, elle fonctionne sans organe de contrôle. Ça, on l'a répété, mais il faut que ça imprime pour que ça soit clair pour vous. Et bien, cette technologie, elle va faire considérablement évoluer les process des systèmes d'information des banques qui sont centralisés et qui sont très lourds aujourd'hui. La grande majorité des titres financiers, si vous avez des actions, des obligations, des produits dérivés, ça existe de façon purement électronique et leur gestion est centralisée auprès de clients tiers et ça coûte très cher. Grâce à la blockchain, on va pouvoir rationaliser la gestion de ces transactions. Alors, il y a deux exemples que je vais évoquer par rapport à ça, c'est qu'en permettant à toutes les parties prenantes de valider ces caractéristiques dans le système qui est partagé, avant son exécution, on peut améliorer d'une part la vitesse de transaction, parce que c'est la propre source qui valide avant la validation sur le réseau ses propres données, et on peut réduire les charges provisionnées par les erreurs humaines, ce qu'on appelle le risque opérationnel, et apporter une preuve infalsifiable dans l'échange des titres financiers. Et enfin, on pourra suivre l'ensemble des transactions en temps réel ou donner une vue complète au régulateur. Parce qu'avec les nouvelles réglementations, le régulateur veut une vue complète de vos actions, des titres, en temps réel. C'est un ajout intéressant. Alors, un dernier point pour conclure, c'est que ces atouts permettent d'envisager les segments de marché sur lesquels la technologie blockchain peut s'appliquer. Ce sont les marchés qui sont fractionnés. Moi, le but de mon introduction, c'est que vous compreniez bien qu'est-ce que la blockchain, à quoi ça sert et où ça va s'appliquer concrètement dans l'économie réelle. Moi, vous pouvez comprendre, là, vous voyez un process qui n'est pas clair, qui peut être transformé. La blockchain arrive, on lance un projet, on déboucle, on a des millions d'euros de financement et ça permet de faire des économies d'échelle. C'est ça la force de la blockchain, c'est que des petits projets peuvent rapidement apporter des économies d'échelle qui sont importantes. Parce qu'il y a une répétition des process qui existent dans le monde actuel. Et donc ces marchés fragmentés dans la finance, pour laquelle la même information est enregistrée de façon redondante dans les différents systèmes. Ce qui est la majorité des cas des systèmes d'information en banque. Et donc, pour résumer, donc les délais de transaction sont longs et ça représente un coût important pour les banques. Donc, quelques exemples. La chaîne post-marché en finance, c'est principalement le repos des titres. Les paiements internationaux, je l'ai évoqué, il y a des entreprises comme Ripple et Stellar que vous connaissez qui sont en train de les déployer. Le trade finance, il y a des gros projets bancaires qui sont en train de se mener. La lutte anti-blanchiment, le KYC, je l'ai évoqué. Les marchés des prêts syndiqués, ce sont des associations d'établissements financiers qui font des crédits pour financer des projets et des entreprises. Et enfin, la pension livrée, c'est du refinancement à très court terme de l'économie. Voilà les grands marchés fragmentés sur lesquels la blockchain va apporter une vraie plus-value dans la finance, mais dans la vie de tous les jours de chacun. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans 4-5 ans, il y aura des applications blockchain qui vont, dans vos vies, vous impliquer et vous allez rapidement devoir l'utiliser et comprendre comment ça fonctionne. Donc intéressez-vous à ça. Il y a aussi une question de gouvernance de la donnée qu'on est en train d'évoquer actuellement, c'est intéressant. C'est des questions que vous devez prendre en main, lire beaucoup, s'intéresser parce que vous allez être impliqué de façon constante dans le futur. Merci. D'accord, bonsoir à tous. Merci beaucoup à Marius, pardon, excusez-moi, un très joli prénom, de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Vous voyez que j'ai l'impression d'avoir quelques années de moins. Et c'est très bien.
Alors, donc, moi je suis Alexis Collomb, je suis titulaire de la chaire de finance de marché au CNAM, je suis responsable de son département économie, finance, assurance banque, et j'ai mis sur pied toute une initiative de recherche sur la blockchain avec différents axes. J'ai fait ça avec une autre chercheuse dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Primavera de Filippi. Et donc on a lancé ça il y a environ maintenant un peu plus d'1 an. On est d'ailleurs sponsorisé par BNP Paribas, qui a été notre premier soutien. C'est assez inattendu. Et on a aussi CDC Recherche qui nous soutient. Et en fait, cette initiative de recherche est d'ailleurs logée au sein de l'Institut Louis Bachelier. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Louis Bachelier, mais c'est un institut qui est backé par Paris Europlace et qui finance et met sur pied beaucoup de chaires de recherche, en général sur des questions économiques, financières et au-delà. Voilà. Donc, à ce titre, je suis toujours content d'être ici, de parler à des jeunes et moins jeunes, comme vous, première et seconde jeunesse qui s'intéressent à ce sujet. D'ailleurs, je crois que ça a été évoqué. Qui déjà... Plus près, d'accord, pardon. Qui parmi vous, juste levez la main rapidement, a déjà échangé des crypto-monnaies, que ce soit du bitcoin, autre chose? D'accord, donc quand même, voilà, il y a pas mal d'entre vous qui connaissent un peu ça. D'accord, mais enfin, voilà. C'est un peu plus que la moyenne de ce que j'observe dans les conférences auxquelles j'ai pu aller, mais heureusement avec le temps, enfin heureusement je ne sais pas, mais ça augmente. Voilà, donc moi je vais, oui, vous voyez, je dis heureusement parce que moi je suis très intéressé par la technologie, mais en fait je ne devrais pas dire ça, c'est une constatation factuelle. Alors, juste, on m'a demandé de vous parler brièvement de la blockchain au sein du commerce international. Alors, bon, je vous renverrai peut-être, il y avait un dossier spécial de la revue Banque auquel j'ai contribué sur tout ce qu'on appelle le trade finance, qui est sorti il y a déjà en janvier, je crois, sur le sujet. Et avec différents contributeurs, différents articles assez intéressants. Donc je me permets de mentionner ici parce que si vous voulez des idées écrites sur ce qui se fait, c'est un dossier qui je pense, pourrait être très informatif. Alors il y a bien entendu, sur le trade finance, je vais en parler très brièvement. Il y a beaucoup d'initiatives en cours, ça a déjà été mentionné. Par Adrien notamment, et toutes les grandes banques en fait s'intéressent au sujet. Alors en 2 mots, pourquoi? Parce que forcément le commerce international, le trade finance, vous qui êtes très intéressé par toutes les relations internationales, c'est aujourd'hui, vous le savez peut-être, qui a déjà fait ici du trade finance ou du... Non? D'accord. Okay. Peut-être il y a des beaux stages à faire sur le sujet. C'est actuellement très morcelé, toujours. Et donc, par exemple, un de mes interlocuteurs me disait qu'il évoquait un processus qui nécessitait plus de 40 échanges bilatéraux de documents, papier ou fax, entre le lieu de production, donc disons, je ne sais pas, vous avez une production, une matière première en Chine, et le lieu de livraison, notamment, par exemple, ça peut être un supermarché, on a parlé de supply chain en France. Donc vous voyez 40 échanges bilatéraux avec une diversité d'acteurs, forcément les sociétés de transport, de fret, les douanes, les banques qui financent, il y a différents interlocuteurs, etc. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est très compliqué, et forcément si vous n'avez que des validations bilatérales de ce type de transaction, sans nécessairement d'ailleurs avoir l'information sur ce qui s'est passé en début de chaîne, en fin de chaîne, etc., ça rend les choses assez compliquées. Donc en général, la majorité du temps, il n'y a pas de problème, mais en cas de problème, ça peut être cette espèce de, si vous voulez, cette vision morcelée et fragmentée
qu'ont chaque acteur de la supply chain, et en l'occurrence là d'un trade international, d'une négociation, enfin d'une transaction internationale, est problématique. Donc l'idée de la blockchain, on va chercher à mettre sur une infrastructure partagée ces informations de telle sorte que tous les contributeurs puissent à la fois être au courant de ce qui se passe et puissent valider, lorsqu'ils en ont la possibilité, l'état des denrées et valider différentes choses, valider les différentes transactions de la chaîne. Alors, cette idée, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'économie, ça renvoie notamment, en fait, quand on parle de blockchain, on parle de mutualisation d'informations, ça renvoie à l'idée de coopétition, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'acteurs au sein d'un même secteur, par exemple les banques, si on s'intéresse qu'aux banques, sont des compétiteurs, en même temps ils ont besoin de partager des informations. Donc ça renvoie à la notion économique de coopétition, c'est-à-dire de coopération tout en restant compétiteurs. Et l'une des questions que vous pouvez très facilement comprendre intuitivement, c'est que faut-il mutualiser et à partir de jusqu'à quel point doit-on mutualiser, jusqu'à quel point doit-on partager et à partir de quel moment faut-il arrêter de partager et, si je puis dire, faire valoir ses droits de compétitifs, ses droits à la différenciation, dire voilà. Bon. Donc je pense que l'une des évolutions de ces systèmes d'information partagée, c'est bien entendu essayer de trouver un équilibre sur ces questions. Donc il y a beaucoup d'initiatives, vous avez, pour n'en citer que quelques-unes, alors je reprends là, vous avez par exemple alors BNP avec qui je travaille, a une initiative qui s'appelle MyCollate, qui est en fait, tout ce que je vous donne, c'est des informations publiques. Là, c'est l'idée de suivre en temps réel les biens utilisés comme collatéraux par les banques. Vous avez d'autres initiatives, une entre Natixis, Trafigura et IBM. Là, c'est par exemple pour faire une blockchain pour le marché du brut, du pétrole. Donc, c'est très important, bien entendu, pour le commerce international. Et je vous en donne une troisième, qui est UBS avec Batavia et Commerzbank, qui doit là aussi permettre aux parties prenantes de suivre une transaction du port de départ à celui d'arrivée. Alors, il y a une question qui est vraiment importante, et je le dis, là je vais faire exprès maintenant de m'inscrire un peu pas en contre-courant de ce qui est dit, mais d'essayer peut-être de vous faire réfléchir ou saisir, juste brièvement, vous me dites quand je crois que j'ai encore 5 minutes ou 10 minutes, je ne sais pas, certaines idées que je considère reçues enfin, sur la blockchain. C'est-à-dire, par exemple, quand on regarde donc le commerce international, bien entendu, le commerce international, le trade finance, les banques n'ont pas du tout attendu la blockchain pour se poser la question de la dématérialisation numérique. D'accord ? Il y a actuellement, ce qui est assez intéressant, et là je ne donnerai pas forcément de nom particulier, mais vous avez des initiatives de plateformes centralisées, numériques, pour porter, si vous voulez, inscrire toutes ces transactions de trade finance. Alors, il y a une question qui est vraiment importante, c'est quelle est la valeur de la décentralisation par rapport à la centralisation? Si aujourd'hui la plupart des architectures informatiques sont centralisées, on peut se dire qu'il y a peut-être des raisons. Alors, il y a peut-être des raisons qui sont des mauvaises raisons du type des limitations techniques, comme ça a été très bien dit, justement le protocole Bitcoin ou les protocoles de consensus distribués utilisés sur différentes blockchains n'existaient pas il y a 10 ou il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès là-dessus, avec notamment le papier séminal de Satoshi Nakamoto en 2008 pour le protocole Bitcoin. Mais il y a peut-être aussi des bonnes raisons pour les plateformes centralisées. Donc, pour rebondir sur ce qui a été aussi, je pense, très, très justement dit, sur la décentralisation des plateformes, pour ceux d'entre vous, et je pense que c'est la majorité d'entre vous qui vous intéressez au commerce, aux questions internationales, au commerce international,
et aux plateformes numériques, en fait, vous prenez n'importe quelle plateforme numérique aujourd'hui, donc dans n'importe quel secteur économique. Donc prenons Airbnb, s'il s'agit de partage d'appartements, prenons Uber, comme ça a été mentionné, s'il s'agit de transport, vous prenez n'importe quel secteur. Moi, je pourrais vous donner une initiative blockchain actuellement de décentralisation. Il y a plein de startups en France, ailleurs, qui essayent de faire ça. Voilà. Donc Uber, je vous parlerai par exemple de Arcade City aux États-Unis, il y avait la Zouz en Israël, etc. Vous me donnez eBay ou Le Bon Coin, je vous parlerai d'Open Bazaar. Donc il y a vraiment, donc vous avez peut-être vu ce terme, moi-même j'ai utilisé de temps en temps, ubérisation d'Uber. C'est vraiment ça. Alors cette décentralisation, elle pose quand même des questions très fondamentales. Notamment pour les choses, je dirais quand les choses se passent bien, c'est super d'avoir des transactions qui sont régies par un protocole, par du code qui oblige tous les acteurs à être dans des situations symétriques. Mais quand il y a des problèmes, quels sont les mécanismes de résolution possibles, par exemple? Si jamais on a un Airbnb décentralisé sur une blockchain, voilà, et que, par exemple, mademoiselle ici met le feu à mon appartement, enfin, voilà, vers qui je me tourne, en cas de problème? Donc, tous ces mécanismes, ces sorties, je dirais, ces mécanismes de résolution en cas de crise, là, je pense qu'il faut, il y a encore certains travaux à faire. Vous le savez, probablement, vous avez vu, par exemple, l'un des exemples qui a été très intéressant sur le sujet, c'était par exemple l'expérience de DAA avec Ethereum en 2016, où il y a eu un problème. Finalement, ils s'en sont sortis par le haut, grâce d'ailleurs, à mon avis, à l'intervention, je dirais, assez asymétrique, d'une certaine manière, de Vitalik Buterin, lui-même en particulier, l'un des fondateurs d'Ethereum. Mais donc, vous voyez que je pense que c'était un exemple très intéressant, parce que je crois que ça a montré quand même les limites et les dangers d'automatisation complète par des protocoles distribués, et le fait qu'il faut quand même anticiper éventuellement des sorties ou des problèmes. Donc c'était très bien, je pense que c'est très bien parce que ça n'a pas tué, je dirais, le développement en cours, et en même temps ça fait prendre conscience de certains problèmes. Donc juste pour terminer sur le commerce international, et ce qui est assez, je crois, très intéressant pour les blockchains, et le développement des blockchains, quel que soit le secteur, quelles que soient les applications, il y a deux choses que je voudrais mentionner. Il y a d'abord, pour la supply chain en particulier, il y a le problème de l'interface physique, monde physique, monde virtuel. Donc, comme je le disais, par exemple, pensez à la contrefaçon. Il y a, à mon avis, encore certaines startups intéressantes à faire sur la contrefaçon, sur voilà, bon. La contrefaçon, si jamais vous essayez d'attacher par exemple une puce à un sac ou etc. pour s'assurer que voilà, il y aura toujours des moyens je dirais, c'est pas un bon terme, mais de gruger le système, si je puis dire. C'est très difficile, si vous voulez, les questions de suivi, de traçabilité numérique, les biens physiques, c'est très intéressant et c'est pas évident. Maintenant, l'une des beautés de la blockchain et l'une des beautés de la numérisation, de la transformation numérique, c'est que si par exemple aujourd'hui, même je prends un autre exemple, là je parle de l'industrie du luxe, imaginons vous achetez un tableau qui est entre 10 000 et 20 000 euros, c'est quand même un montant très important, je pense certainement si vous êtes étudiant, c'est en même temps pas nécessairement quelque chose qui a besoin d'un avis d'expert, ou d'experts voilà, chevronnés de grands maîtres. En même temps, l'intérêt d'avoir une blockchain et de pouvoir mutualiser ces informations, c'est que par triangulation, en fait, par inférence et par rassemblement des différentes données, idéalement, on pourra tracer au fur et à mesure les propriétés, les différents propriétaires, les dates, les valeurs des transactions, etc. On pourra éventuellement aussi s'assurer, bien entendu, c'est essentiel, de la confidentialité des données. Par exemple, compétition, il y a compétition, donc il faut s'assurer qu'on va pouvoir éventuellement sur certaines blockchains privées ou semi-privées chiffrer des choses pour les protéger. Mais donc, voilà, un problème intéressant pour ceux d'entre vous qui réfléchissent au sujet, c'est interface monde physique, monde virtuel. Et puis, autre problème, là, je dirais, de tactique et
de passage du présent, de la situation présente, à la vision d'avenir qu'on peut avoir dans 10 ans avec des blockchains très sophistiqués qui, idéalement, réduiraient les coûts de transaction, etc. C'est vraiment, en fait, cette logique de ces problèmes de coopétition, c'est-à-dire comment faire en sorte que des acteurs qui sont des compétiteurs, et c'est très vrai dans le trade finance, si vous voulez, soient prêts à se mutualiser et à rejoindre un système partagé. D'autant plus que quand je parlais des 40 échanges bilatéraux, certains de ces acteurs, en fait, sont probablement des intermédiaires à valeur ajoutée quasiment nulle sur les nouveaux systèmes qu'on évoque. Donc si on partait, et c'est vrai pour l'infrastructure, j'en parlerai pas parce que ça a déjà été évoqué, mais moi j'ai fait pas mal de recherches, forcément, je suis professeur de finance de marché, sur l'infrastructure post-marché. Si vous partiez aujourd'hui d'une feuille blanche pour créer l'infrastructure post-marché, on ferait des choses probablement très différentes de ce qui existe aujourd'hui. C'est la même chose pour le trade finance. Mais la réalité, c'est que vous avez des acteurs, et je terminerai là-dessus, comme vous le savez, vous avez des juridictions et des réglementations qui sont très différentes d'un pays à l'autre. On a évoqué les ICO. Les ICO, elles sont purement et simplement interdites en Chine, avec même un effet rétroactif. C'est pas simplement vous ne pouvez pas, c'est si vous l'avez fait l'année dernière, vous risquez d'aller en prison. Dans d'autres pays, la Russie, c'est pas non plus génial. En général, je dirais dans le monde occidental, il y a aujourd'hui, avec la France en particulier, il y a un véritable effort d'essayer de trouver des réglementations intelligentes, et tout ça c'est en cours. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, et je m'arrête là, je fais un appel peut-être éventuellement à Talent, si certains d'entre vous sont intéressés par le sujet, on peut recruter ou prendre des stagiaires, peut-être à voir dans le cadre de la société. Je dis ça avec des pincettes, hein, mais donc c'est vraiment un domaine très intéressant aujourd'hui parce que notamment tout le domaine réglementaire, tout le domaine juridique est en train de se mettre en place avec de vastes disparités entre continents, entre pays, et donc c'est un véritable, je crois que je voulais le mettre là en exergue, c'est un véritable, je dirais, point d'interrogation pour l'avenir, à mon avis, de la technologie blockchain, même si, comme ça a été dit, moi je pense que dans 10 ans, il y a beaucoup d'avancées qui auront été faites pour certaines raisons fondamentales, mais on est dans une situation encore, je dirais, assez instable, et je terminerai là-dessus en faisant un petit, pas cocorico, mais quand même un peu, mais il y a en France, il y a un véritable, je dirais, il y a deux choses, je dirais une chose, il y a un véritable intérêt de nos institutions pour essayer justement de légiférer intelligemment, En même temps, le contrepoint de ça, c'est que légiférer sur la blockchain, ou comprendre, ça demande beaucoup d'investissement. Donc ça pose une vraie question aussi pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par la relation internationale. Je dirais ça pose, comme n'importe quelle technologie assez compliquée, une vraie question aussi de démocratie, si vous voulez, de compréhension du débat, de la valeur de l'expertise et de comment trouver les bonnes réglementations, les meilleures réglementations qui vont favoriser l'innovation, tout en, bien entendu, et moi je suis attaché à ça comme prof de finance, protéger les investisseurs, etc. Voilà, donc je m'arrêterai là, mais s'il y a un message que je veux vous faire passer, c'est que pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par la technologie et par les relations internationales, c'est pour ça que j'étais très content de venir ici, il y a vraiment des sujets, des transformations en cours, qui sont très intéressantes. Et je ferai la transition vers mon voisin de droite. L'une des meilleures choses aussi très intéressantes à observer, c'est que tous les grands groupes s'intéressent vraiment à la blockchain, et qu'en général, d'ailleurs, les gens qui, vous verrez, les gens qui sont recrutés pour ces positions sont des gens qui connaissent très bien le numérique et qui sont en général plutôt jeunes et dynamiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Moi, je vais vous parler de blockchain et de souveraineté étatique. Et je vais commencer par une question un peu provocante, mais bon, j'ai bon espoir dans cette salle. Qui est-ce qui croit encore aujourd'hui aux relations internationales ?
encore heureux, mais pourtant c'est pas si évident que cela. Encore heureux parce qu'on est à Lillery, évidemment. Vous n'allez pas dire ça devant votre directrice, mais... Je vous rappelle qu'en 1999, plusieurs des grands penseurs, comme Milton Friedman, disaient « Je pense qu'Internet sera l'un des vecteurs principaux dans la réduction du rôle des États. » Et d'une certaine manière, la blockchain pose aux relations internationales des questions qui sont semblables à celles que posait hier Internet, avec d'ailleurs un espace, le cyberespace, en partage. Un espace qui a déjà fait l'objet de nombreuses études et qui est généralement appréhendé par la géopolitique comme un global common, un espace public mondial, autrement dit, à l'image par exemple de la haute mer. Je vous propose, pour terminer ces différentes prises de parole, d'appréhender la question de la souveraineté étatique à travers trois prismes, trois temps. Un prisme d'abord presque politique, mais au sens presque aristotélicien du terme, au sein des États. Mentionner rapidement les questions de régulation, les utilisations étatiques des technologies blockchain, la notion évidemment des relations internationales, la compétition, la concurrence interétatique sur les technologies blockchain, et puis leurs implications en termes de risque, de syndémique. Et enfin, pour boucler la boucle, mentionner comment la token économie renouvelle les acteurs constitutifs de l'ordre mondial et interroge la notion même de relations internationales et nous propulse peut-être dans quelque chose que j'appellerais les relations publiques. Pour commencer, je voudrais juste vous dire que chaque nouvelle technologie, Internet, l'intelligence artificielle, la blockchain, ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux champs d'application. Vous ne serez pas surpris, ça crée donc de nouveaux risques. Les États, à chaque fois, se saisissent donc naturellement de ces sujets pour les réguler. En France, ça va être par exemple dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, par la loi, avec la loi Pacte en l'occurrence, qui est très attendue par les acteurs de l'écosystème, mais également par les différentes autorités administratives. En France, ça sera l'AMF, Luxembourg, ce sera le CSSF, la FINMA en Suisse, etc. Mais aussi à d'autres échelles, déjà transnationales, par exemple au niveau européen, mais également à des échelles régionales, voire locales. On pourra penser sur les questions de fiscalité à la vallée de Zug en Suisse. Mais au-delà des sujets, certains États ont déjà adopté ces technologies et c'est assez amusant de voir que certaines applications étatiques de blockchain existent déjà. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple au Delaware, les technologies blockchain sont déjà utilisées pour faciliter des démarches administratives lorsque vous voulez implanter votre entreprise. En Géorgie, l'Agence nationale du registre public a créé avec une entreprise privée qui s'appelle Bitfury une sorte de pilotage de titres fonciers sur la blockchain. Vous mettez vos cadastres, vous permettez à chacun d'entre vous, à chacun des citoyens, de créer leur cadastre sur la blockchain. Et vous allez me dire, en Géorgie déjà je vois un peu l'intérêt, mais il y a la même chose qui existe en Afrique, projet Bitland en particulier, parce que quand dans votre pays la stabilité est tout à fait relative et qu'il y a des coups d'État relativement fréquents, comment garantir la propriété terrestre? Comment on la garantit? La blockchain est une des solutions et les États se sont déjà emparés. Et puis vous avez également, puisqu'on a beaucoup parlé de crypto-monnaies, certains États qui ont lancé leur propre crypto-monnaie. Vous savez, en Europe, le premier pays à avoir lancé des billets de banque, c'était la Suède. Ils ont également lancé les premières crypto-devises, les premières crypto-monnaies étatiques sur le même modèle. Comme quoi les États se sont emparés de ces sujets, alors même qu'avec Internet, on aurait pu se dire les États sont dépassés. En tant que technologie, la technologie blockchain, elle interroge quand même le rôle des États. Elle les interroge en tant que tiers de confiance. Mais les États se sont donc emparés de ces sujets, se les sont appropriés, en particulier au regard des enjeux de compétition générés par ce nouveau marché, le marché des technologies blockchain. C'est assez dingue de quand on parle en chiffres, 411,5 millions de dollars en 2017. Des projections de 7,6 milliards d'ici 2022. On a affaire à un véritable marché là où, de plus en plus, la question semblait presque être posée. Est-ce que c'est juste une technologie comme une autre ou est-ce que c'est une vraie révolution? Je vous laisse en juger. Pour mentionner ensuite la question de relations internationales, la compétition interétatique, au regard de ce que représente donc ce marché, un marché d'accord de 411,5 millions de dollars en 2017 et qu'on pourrait compléter assez facilement par le marché mondial des levées de fonds de crypto-monnaie qui représente déjà, hier déjà, 2017, 5,6 milliards de dollars.
extrêmement conséquent. Tous ces chiffres assez mirobolants, évidemment, ils génèrent une compétition interétatique, une compétition entre États, qui porte, et c'est logique, en particulier sur 3 aspects. La compétition en termes de régulation, vous ne serez pas surpris. Le gouvernement français veut ainsi légiférer dans la loi Pacte sur les levées de fonds en crypto-monnaie, les ICO. Le cadre réglementaire sera celui a priori proposé par l'AMF, autrement dit un régime d'autorisation optionnel avec délivrance ou non d'un visa. L'objectif étant de faire, et vous l'avez certainement vu dans la presse, de Paris la capitale des ICO. Vous avez bien entendu une capitale d'un État, capitale de quelque chose de digital. Assez amusant. Un deuxième sujet auquel on ne pense pas forcément, et qui pourtant est peut-être le plus évident lorsqu'on parle de territoire, c'est celui du minage. Le minage, ça a été très bien expliqué, c'est ce qui permet de valider, pour faire très simple, les proof of concept. 80% de l'activité mondiale de minage, aujourd'hui, ça provient de 2 États. Plus exactement d'un seul, 80% c'est la Chine, 30% demain, ça devrait être la Russie. Les perspectives d'un duopole sino-russe sur ce marché, ça s'explique par des faibles coûts énergétiques dans ces États, mais c'est potentiellement, évidemment, demain ça aura potentiellement en tout cas des vraies conséquences géopolitiques sur l'indépendance de ces réseaux. Pour en reparler. Puis le troisième point, c'est celui de la gouvernance, la technologie blockchain permettant de repenser le principe même de gouvernance et de tiers de confiance avec l'émergence potentielle de nouveaux acteurs, de nouveaux États. Je pourrais vous parler en un mot de quelque chose d'assez dingue. Il y a en ce moment même, et ça devrait être lancé le mois prochain, un projet de constituer un nouvel État grâce aux technologies blockchain. Et là, vous allez me dire, waouh. Et pourtant, c'est pas un projet fou, c'est un projet qui a été porté par le créateur de PayPal, Peter Thiel, qui va être lancé a priori dans quelques mois en Polynésie, Blue Frontier, qui a tout simplement le projet de créer un nouvel État qui serait régulé de manière complètement autonome et décentralisée, financé par une ICO, porté de pair en pair par des groupes de la gouvernance décentralisée, des intermédiaires. On a donc affaire à des projets qui sont tout à fait nouveaux et qui remettent en cause, ou qui permettent en tout cas de repenser la notion de relation internationale, la relation d'État, la notion d'État. Et puis, lorsqu'on parle de blockchain, on pense souvent à Bitcoin, on en a beaucoup parlé ce soir, et donc à plein de choses qui font peur. On ne va pas se leurrer, aujourd'hui dès qu'on parle de Bitcoin, il suffit de voir la presse, on parle de terrorisme, de blanchiment, bref. Et lorsqu'on parle de Bitcoin, on pense d'abord à des notions qui nous projettent et qui sont très liées aux notions de relations internationales. On va penser d'abord à de la spéculation outrancière qui risquerait de déstabiliser le système monétaire. Waouh, une sorte de nouvelle tulipomanie, comme on le lit partout. Est-ce qu'il existe des risques spéculatifs lorsqu'il est question de crypto-monnaie? Indubitablement, oui. Est-ce qu'il y a des bulles Bitcoin? Des bulles? Oui. Est-ce qu'il y a un risque de déstabilisation du système monétaire international? C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil de stabilité financière qui a remis récemment au G20 en Argentine son rapport qui a expliqué que les monnaies virtuelles ne font actuellement pas peser de risque sur la stabilité financière mondiale, mais et c'est assez intéressant de se poser la question, il est mentionné que cela pourrait changer si ces outils, si ces nouvelles devises venaient à être plus intégrées au système financier mondial. C'est assez intéressant de se dire qu'on a une remise en cause des acteurs traditionnels, de la finance traditionnelle, mais qui pour l'instant en fait n'agit qu'en complémentaire. Parmi les autres risques, je les ai mentionnés, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, évasion fiscale, fraude d'accord. Et bon, c'est le cas de toutes les monnaies aujourd'hui, sauf au contraire, la première monnaie qui finance le terrorisme, ça reste le dollar. Et ça reste tout de même assez intéressant de se dire que concrètement, on a affaire avec cette nouvelle monnaie à rien d'autre que des risques qui sont celles de toutes les monnaies. Et pourtant, les monnaies, jusqu'à dernière nouvelle, c'était quand même des outils, des choses très étatiques, qui étaient garanties par des États, par des banques centrales. Et là, on rejoint à une échelle internationale, mondialisée, globalisée, des problématiques tout à fait étatisées. Vous aviez raison, les relations internationales ne sont pas mortes. L'État n'est pas mort. Je voudrais mentionner également, revenir un instant sur la problématique du minage, puisque la géographie du minage, vous avez une carte projetée,
Le minage, c'est énergivore, comme je le disais, et actuellement, chaque transaction en Bitcoin consomme autant d'énergie que 9 foyers américains pendant une journée. Sur une année, l'énergie totale consommée par ce réseau informatique, c'est 31 TWh, ce qui correspond à plus que la consommation annuelle de 150 pays. D'ici 2019, le réseau Bitcoin nécessitera d'ailleurs plus d'électricité que l'ensemble des États-Unis n'en utilisent et n'en utilisera. D'ici 2020, sa consommation atteindra celle du monde entier aujourd'hui. Les problématiques à l'échelle globale posées par la blockchain, posées par ces applications, sont tout à fait réelles géopolitiquement, géographiquement. Et donc, encore une fois, c'est assez intéressant de se voir qu'on renoue avec les notions tout à fait traditionnelles. Mais au-delà de ceci, ce qui est assez amusant, c'est de faire la transition entre le Web 2.0 et le Web 3.0 en termes d'acteurs. À la suite du Web 2.0, les technologies blockchain, elles ont rebattu clairement les cartes de la géopolitique telles qu'elles étaient définies depuis globalement le XVIIe siècle, depuis 1648, les traités de Westphalie que vous connaissez forcément. Traditionnellement, vous savez mieux que moi, la géopolitique, elle est appréhendée en tant que science de l'État, comme organisme géographique ou comme entité dans l'espace, c'est-à-dire État comme pays, territoire, domaine, caractéristique comme règle, si je reprends la définition de Rudolf Giuliani. Et dans cet esprit, la géopolitique, c'était donc une épistémologie, une science territorialisée. Et à l'ère de l'ubérisation, on a pu voir déjà des premières remises en cause de ce modèle. Plus exactement, une complémentarité avec ce modèle. Vous aviez des diplomates, vous l'avez forcément vu, les diplomates danois qui étaient non plus diplomates auprès de l'État, mais diplomates auprès d'entreprises. Vous avez ainsi un ambassadeur danois auprès des GAFA. Vous avez en France, d'une certaine manière, on ne l'a peut-être jamais aussi clairement exprimé, mais on a un ambassadeur du digital en France, M. Martinon aux États-Unis, dans la Silicon Valley. En tout cas, on avait vu avec l'ubérisation qu'on avait déjà une remise en cause des problématiques purement, strictement territorialisées. On allait au-delà. Les États, sur une notion que vous avez appréhendée d'abord à travers le prisme des réseaux sociaux, une horizontalisation qui permettait aux États de dialoguer pour la première fois avec d'autres acteurs. Et là, pour la première fois, avec la blockchain, on va avoir quelque chose de tout à fait neuf. Parce que vos GAFA, ils avaient toujours une territorialité. Le siège d'Amazon, le siège de Google, le siège de Facebook, sont des entreprises américaines. D'ailleurs, ils sont souvent constitués, appréhendés comme partie prenante au soft power américain. Sauf que lorsque nous avons des projets blockchain, ils ne sont plus territorialisés. Du moins, plus comme l'étaient les GAFA. Et donc, pour la première fois, le prisme des États, le prisme des territoires qui était déjà relativement limitatif à l'ère de Huber, nous oblige à penser et à appréhender d'autres publics. Hier, c'était l'entreprise, c'était les associations, les ONG, les influenceurs déjà. Mais aujourd'hui, les crypto-investisseurs, la territorialité existe. Le premier marché pour les crypto-devises, ça reste la Corée, ensuite le Japon, Singapour, l'Asie globalement. Mais néanmoins, on a des nouvelles manières, on est forcé de penser selon de nouvelles manières, de nouveaux process, tout ce qui est ces acteurs, puisque pour la première fois, on ne peut plus les penser uniquement sous le prisme des États. Aujourd'hui, si la France régule de manière très limitative le marché des SEO, les acteurs ils vont les faire ailleurs, parce que la territorialité, elle n'existe plus ou moins plus du tout, et qu'il suffira d'aller là où ce sera le plus attrayant. À l'ère du Web 3.0, la question ne se pose donc plus du tout dans les termes territoriaux, même si ça demeure, c'est ce que je vous ai dit, il reste des applications purement territoriales, purement même géographiques, qui font que ce qui était hier un triangle des Bermudes de la géopolitique peut, pour la première fois, être appréhendé. Parce qu'en géopolitique, tous ces acteurs, les médias, les influenceurs, le Web 2.0, les secteurs privés, bien sûr, on savait les appréhender sous le prisme purement territorial. Mais comment les appréhender lorsque la territorialité est remise en cause, remise en question? Eh bien, on passe des relations internationales aux relations publiques, autrement dit, en appréhendant de nouveaux publics et de nouveaux acteurs. Et c'est peut-être ça qui est assez amusant, intéressant, c'est que ce passage des relations internationales aux relations publiques, il n'est pas seulement théorique, il est complètement et déjà opérationnel. Ça ne veut pas dire, et vous aviez raison, que l'État est mort, bien sûr que non. L'État il est plus fort que jamais,
D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on n'arrête pas d'en parler. Vous voyez la une des échos que je vous ai montré tout à l'heure. Marie capitalise ICO, évidemment, l'État est plus vivant que jamais, mais il n'est plus qu'un des acteurs. Un acteur d'importance, un acteur qui doit trouver sa place dans un monde plus globalisé que jamais, plus connecté que jamais. Aujourd'hui, les États, les entreprises, les ONG, les associations, tous ces acteurs, ils ont besoin de comprendre ce nouveau paradigme qui, pour certains, leur échappe, et pour d'autres, et la France est bien placée, on peut encore s'en féliciter, sont très bien appréhendés. Les acteurs de l'écosystème blockchain, ils ont besoin de dialoguer avec les États. Ils ont besoin de dialoguer avec tous ces écosystèmes, toutes ces parties prenantes, pour créer et renforcer cette communauté, renforcer l'écosystème, et créer, à travers ce monde qui est plus horizontalisé que jamais, un monde de plus en plus interconnecté. Il se trouve que passer des relations internationales aux relations publiques, ça vous permet également de comprendre pourquoi, et ça me permet de rejoindre ce que tu disais, pourquoi de grands groupes se positionnent sur ce sujet. Et pourquoi j'en fais partie de ces grands groupes, puisque au sein d'Avast Paris, on a monté et révélé la semaine dernière l'offre Avast Blockchain. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, l'asset, la valeur, dans un monde plus interconnecté jamais, au sein des projets blockchain, au sein des projets de levée de fonds crypto-monnaie, et bien, il repose sur des notions que sont la valeur, la réputation, puisque dans une ICO, le token, la clé, ça sera la réputation. Dans un projet blockchain, ça sera la réputation, que cette réputation soit au niveau étatique, au niveau d'association, au niveau d'entreprise, etc., etc. Et on refait le lien et on renoue d'une certaine manière, lorsqu'on travaille cette réputation, avec l'intégralité de ces acteurs, l'intégralité de ces constitutifs, d'une certaine manière, de l'écosystème blockchain. Et c'est pour cela que les grands groupes s'y positionnent. C'est pour cela qu'à l'échelle globale, il y a un besoin de travailler dans ce sens, et que pour la première fois, d'une certaine manière, bien sûr, c'est pas la première fois, mais on peut l'appréhender comme ceci, les relations internationales et les relations publiques, les créations de valeur, de réputation, peuvent marcher main dans la main. Tout d'abord, merci. On va passer maintenant des questions. J'imagine que vous devez en avoir quelques-unes. Oui, par là-bas. Bonjour, je suis Vincent, je ne fais pas partie du GRI, j'étais l'ancien informaticien du campus. Je me suis intéressé aux crypto-monnaies il y a un moment, en particulier à la fin de mes études, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et j'ai plusieurs questions par rapport aux crypto-monnaies. J'en ai deux spécialement. Une au niveau... un instant. J'en ai quatre en tout, mais je vais vous poser deux questions assez importantes. En fait, c'est au niveau de l'algorithme, des algorithmes qui définissent justement le chiffrement au niveau des crypto-monnaies. On sait que plusieurs entreprises, telles que Google, par exemple, avec leur Google X, essaient de monter des machines quantiques pour pouvoir déchiffrer justement tous les algorithmes. Ils essaient de travailler sur ça depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle les qubits, vous devez sûrement connaître ça. Et est-ce que justement les crypto-monnaies ne vont pas perdre de leur légitimité à un moment donné quand ces machines-là vont pouvoir déchiffrer les algorithmes qui sont derrière les crypto-monnaies? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est au niveau des banques. On sait que les banques, justement, on a les banques centrales européennes, par exemple, américaines, et à la base de la création de la blockchain par Satoshi Nakamoto, l'idée, c'était implicitement, de pouvoir décentraliser les échanges de monnaie, les échanges de transactions, pardon, et des transactions. Et est-ce que derrière tout ça, les banques qui reprennent justement cette technologie de la blockchain, derrière, éthiquement, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de cette idée-là? Voilà. Alors je vais répondre à la première question sur en fait la quantique en fait dans l'informatique. Alors il faut savoir que c'est une technologie dont on parle beaucoup
Et c'est vrai qu'au niveau de la recherche, on est plutôt avancé sur les premiers algorithmes et les premiers programmes par rapport à ça. Mais concrètement, il reste encore beaucoup de barrières réelles à franchir. Et c'est vrai que bon, vous êtes peut-être tous au courant qu'on peut mettre les qubits, donc les bits quantiques, dans des états superposés qui permettent de tester théoriquement plusieurs combinaisons et donc de craquer des mots de passe. Cela dit, on est encore pendant longtemps à l'abri des premières applications réelles par rapport à ça. Et il y a aussi deux grosses choses qu'il faut garder à l'esprit. Premièrement, déjà, la machine virtuelle, c'est-à-dire le programme qui fait tourner les blockchains, on peut le mettre à jour. Et il suffit tout simplement que tout le monde soit d'accord. Et on va faire ce qu'on appelle une fork, car on n'a pas trop parlé, mais une bifurcation du code pour tous ceux qui sont d'accord, continuent sur la nouvelle upgrade. Et il suffit de complexifier tout simplement le programme pour mettre des barrières. Et deuxième chose, il existe déjà des blockchains qui sont inattaquables via les moyens quantiques. Parce qu'elles sont basées sur des techniques de matrice hexagonale en mathématiques et d'autres techniques très avancées que pour l'instant on ne sait pas attaquer encore avec les algorithmes quantiques. Je vais peut-être complémenter cette réponse. On a organisé d'ailleurs dans le cadre de notre initiative de recherche un talk sur l'ordinateur quantique avec une des spécialistes qui s'appelle Ilham Kashefi. Ça va être d'ailleurs en site sur, je crois qu'une vidéo, je ne sais pas si une vidéo a été faite, mais je pense que c'est une question qui revient de manière récurrente. Casser les fonctions de chiffrage, les fonctions de hachage actuelles, par exemple comme SHA 256, ça n'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Alors la question la plus classique, c'est est-ce que l'ordinateur quantique ne va pas permettre de casser ces fonctions, etc. Bon, je crois que c'est un débat assez complexe. Casser SHA 256, pour vous répondre brièvement, actuellement, tous les experts moi, à qui je parle vous diront que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Vous avez certaines des premières fonctions, SHA 1 par exemple, qui a été, on dit que ça a été cassé par les Chinois il y a déjà quelques années. Comme vous savez, ça a des implications sur la défense et la cybersécurité très importantes. Après, sur l'ordinateur quantique, je vous invite vraiment à aller regarder. Il y a un TED Talk là-dessus qui est très bien. C'est un débat vraiment compliqué. Il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi. Voilà. Et donc, il faut. Je crois que c'était pas du tout. Ça n'est pas mal interprété, mais il faut vraiment que vous alliez. C'est en plein développement. Il y a une initiative européenne, il y a différentes initiatives sur l'ordinateur quantique. Parmi les sociétés qui s'y intéressent, Atos, Thierry Breton, vous avez certainement vu d'ailleurs certains différents articles de journaux, est vraiment passionné par le sujet. Voilà, comme ça a été très bien mentionné par Jérémy, pardon. Il y a aussi alors toutes ces discussions, on va faire des quantum proof algorithms pour anticiper l'arrivée de l'armée. Je vous dis vraiment, pour avoir parlé, je pense, aux experts, en tout cas certains experts reconnus sur ce sujet, c'est très compliqué. Et ce que vous lisez parfois dans ce que je dirais la mauvaise presse est juste un peu de fantasme. La deuxième question à laquelle je me permettrai de répondre, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est une question élémentaire, tout à fait valable. Sur les blockchains ouverts, par exemple, le Bitcoin, c'est écrit à troisième ligne du papier de Satoshi Nakamoto, c'est pour des intermédiaires. Donc, notamment, alors forcément, vous voyez, moi, si ça dépend, d'ailleurs, c'est très lié à l'âge du public. Si jamais je vais à une conférence, je dis super, on va complètement se passer des banques, c'est terminé. En général, c'est waouh, génial. Bon, après, avec l'âge du. Enfin bon. Là, je crois qu'il faut encore une fois, pour bien comprendre ça, il faut distinguer entre blockchain public et blockchain semi-privé ou privé. C'est-à-dire, pour le Bitcoin, par exemple, hein, c'est vraiment, comme ça a été dit, ça se veut, c'est une blockchain publique que tout le monde peut rejoindre, dont tout le monde peut partir. L'idée, comme ça a été aussi très bien souligné par mon voisin de droite, ça se veut transnational. Et ça se veut, il n'y a même pas d'ailleurs le Bitcoin, comme je disais tout à l'heure, vous avez un problème, imaginez qu'il y a un problème, vous n'aurez aucune personne morale vers qui vous tournez. Et donc, maintenant, pour ce que j'évoquais sur les banques, par exemple, le commerce international, en fait, c'est normal que les banques s'y intéressent,
parce que pour des phénomènes, si vous voulez, de club. Et je vous donne il y a une personne qui est assez connue dans le milieu bancaire qui s'appelle Blythe Masters. Elle est la fondatrice de Digital Asset Holding. Tapez son nom sur YouTube. Et alors, Blythe Masters, en plus, c'était elle qui était la créatrice, considérée comme la créatrice des CDS. Donc c'est le diable. Parce qu'après, la crise financière, bon. Mais en fait, je pense qu'elle a un commentaire, si vous voulez, assez pertinent sur le fait, et comme ça rejoint votre question, les banques ont très bien compris l'intérêt de ces protocoles de consensus qui existaient depuis longtemps dans la recherche informatique. Les protocoles, comment est-ce qu'on se met d'accord sur un réseau pair-à-pair? Le Bitcoin a fait surgir une application très belle, très sur les paiements internationaux, et du coup les banques se disent, ok, voilà, super, il y a probablement des disruptions ou des changements qui vont arriver de là, et donc qui s'y intéressent, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est souvent dans le cadre soit de blockchain semi-privé ou privé, donc de blockchain de consortium, par exemple R3 à New York, soit éventuellement, et ça c'est très intéressant, il y a une fusion, je dirais, il y a un intérêt de ces entreprises privées pour les blockchains ouvertes comme moyen de stockage, d'empreintes numériques, etc. Donc il y a une fusion de ces mondes. Après, si vous voulez, la question éthique, je dirais, c'est vraiment les acteurs qui vont choisir, quoi. Je crois que ces deux mondes vont coexister. Voilà. Et donc, je me permettrai quand même de rebondir, de faire un commentaire qui me semble important à l'aune de ce qui a été dit pour prévoir le futur. Et je dirais la relation. Alors, on avait fait on a organisé d'ailleurs il y a 2 semaines un débat sur la gouvernance numérique avec Gilles Babinet et Primavera. Et donc on est en plein dans le sujet là, des relations internationales, ce qui a été évoqué par Fabien. Et là-dessus, je vous dirais quand même en fait, comme Fabien d'ailleurs l'a plus ou moins dit, tant que ça reste des systèmes pas marginaux, mais c'est un peu le cas, si vous voulez. Le Bitcoin, voilà, les capitalisations s'est montées jusqu'à 250 milliards, 300 milliards, c'était à 20 000 $, c'est beaucoup d'être descendu, etc. Bon, voilà, les États ne s'en préoccupaient pas trop. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que finalement, c'est quand même... On n'a pas tellement parlé ici de monnaie. Hein. La monnaie, vous savez qu'il y a par exemple la monnaie, c'est aussi un pouvoir. Le droit de seigneurage, c'est un pouvoir qui, a priori, est réservé jusqu'à maintenant à l'État. Donc, plus ces blockchains, là je dis publics, vont se développer, plus on doit s'attendre, bien entendu, à une réaction des États traditionnels. Mais comme ça a été très bien dit, si vous voulez, là, ça pose quand même exactement les mêmes questions que celles de la gouvernance du numérique et la gouvernance de l'Internet, qui est voilà, une vieille question. Et donc, voilà, je pense que la réaction chinoise, si vous voulez, elle est très intéressante et elle est modulée. Ils sont intervenus très fortement à un moment, ensuite ils sont un peu revenus vers l'opposition. Et voilà, et donc c'est vraiment une question, je dirais, de tant que ça reste quelque chose pour certaines applications qui ne menacent pas l'existence des États traditionnels, voilà, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Mais si jamais des choses très névralgiques, hein, la sécurité et défense, ont été impactées, là bien entendu, on peut s'attendre à ce que les États réagissent. Mais je crois qu'aussi il y a des nouvelles formes, si vous voulez, de ces deux mondes, comme Fabien l'a très bien dit, doivent et sont en train de coexister et vont coexister. Et juste pour terminer là-dessus, moi j'ai été très surpris en travaillant en interagissant avec différentes institutions, ou même des régulateurs ou autres, de voir que finalement, ils étaient peut-être beaucoup plus ouverts que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et les banques centrales, ça a été dit, sont en train d'essayer maintenant de faire leur crypto-monnaie, mais c'est pour des raisons techniques. La technologie aujourd'hui permet voilà, des choses incroyables, et, mais c'est différent. Je crois que pour bien comprendre les choses, il faut que vous gardiez en tête la typologie blockchain ouverte, vraiment accessible à tous, blockchain semi-privé ou privé de consortium, et en fait parce que ça a beaucoup d'impact sur le protocole de consensus, sur les règles de gouvernance et sur les applications, et sur l'intégration, si je puis dire, de ce
nouveau monde avec l'ancien et de la manière dont l'ancien monde, c'est-à-dire par exemple les entreprises du CAC 40 ou autres, s'intéressent au blockchain et aux applications qu'elles peuvent faire. Merci. Autre question. Est-ce que ça vous dérange si on prend une ou deux ou voire trois questions en même temps et comme ça on... Non mais comme ça vous savez à quoi répondre et... Tatiana, je crois. Bonsoir. J'avais une question qui s'adresserait peut-être un petit peu plus à Monsieur Collomb. Donc vous avez évoqué l'exemple du piratage de la DAO en 2016. Il me semble que ce genre d'incident nous invite à penser que seul le code, les algorithmes ne sont pas infaillibles et qu'on a besoin d'introduire une dimension juridique en fait dans la blockchain pour réguler tout ça. Mais est-ce que justement l'introduction d'une réglementation ferait perdre à la blockchain son caractère autonome et autogéré de pair à pair qui fait toute sa caractéristique? Et ma deuxième question, si finalement la blockchain ce serait un phénomène qui transcende les frontières comme vous l'avez dit, est-ce que pour la réguler on n'aurait pas besoin d'une harmonisation internationale des régulations vu que ça ne peut pas être territorialisé et donc dépendre des lois d'un seul État? Merci. Bonsoir. En fait, ma question ressemble beaucoup à celle de Tatiana. Je ne sais pas si vous avez suivi, la semaine dernière, il y a eu la question du Venezuela qui a lancé sa propre crypto-monnaie, le Petro, qui a tout de suite été donc interdit par M. Trump d'être utilisé. Ça a été fait avec l'aide de la Russie notamment, qui aime bien se mêler de ce genre de choses. Donc ma question se rapproche beaucoup de celle de Tatiana sur la question de la légitimité de l'intervention des États-Unis. Quelle est la conséquence sur le pétrole? Est-ce qu'ils vont pouvoir l'utiliser ou non? Est-ce que les acteurs internationaux vont quand même essayer de faire des affaires en utilisant le pétrole? Et deuxième chose, monsieur Oprechter, vous aviez évoqué tout à l'heure le problème du fait que les crypto-monnaies sont extrêmement énergivores. Je trouve que c'était un peu pessimiste. Est-ce que vous auriez des solutions dont vous avez entendu parler? Au début, quand Internet est arrivé, on s'est dit « Oh là là, l'ordinateur, c'est vraiment gros ». Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions d'avenir qui permettraient justement de pallier à ce problème? Merci beaucoup. Peut-être à cette question, après je vais par là-bas pour chercher des questions. Là. Ah oui, non, il y avait monsieur qui me demandait aussi une dernière. Bonjour, je m'appelle Ibrahim, jeune étudiant. Non mais, je me posais la question du blockchain et de la cybercriminalité, vous n'avez pas vraiment abordé ça. Et deuxième question, dans le marché financier, on voit de plus en plus que ce sont des systèmes automatisés qui sont donneurs d'ordre et qui agissent souvent en multisecondes avec des paquets d'ordres. Et comment blockchain va aller avec les transactions financières automatisées? On va pas prendre les questions forcément dans l'ordre, mais on va y arriver. Il y a un truc qui est assez rigolo, moi je l'ai vu concrètement quand on a accompagné des levées de fonds en crypto-monnaie. On se dit tout de suite, en fait la géographie, ça n'existe plus, on est à faire à une levée complètement numérique, donc c'est complètement transnational, et globalement la géopolitique ne va pas s'appliquer. En fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. C'est ce que disait mon voisin de gauche tout à l'heure. Il y a des pays qui interdisent les ICO. Il y a également des pays où vous ne pouvez pas lever l'argent. Vous pourriez. Je pourrais aller lever de l'argent demain en crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, en Corée du Nord, sauf que droit international aidant, il y a des embargos. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et c'est pas parce qu'une monnaie est reconnue par certains qu'elle est reconnue par tout le monde, que ce soit une monnaie ou une crypto-monnaie d'ailleurs. Et puis, que ce soit une monnaie ou une crypto-monnaie, que ce soit pour la lever ou pour l'utiliser, le fait qu'elle soit reconnue par certains ou par d'autres, ou pas d'ailleurs, d'acteurs, fait que sa légitimité peut s'en trouver jugulée. C'est le cas, à mon avis, pour le pétrole. Évidemment, on verra, toujours pareil. Mais le fait qu'elle soit attaquée par les États-Unis, dont les échanges avec l'Amérique du Sud sont assez conséquents quand même, laisse présager que c'est peut-être pas une monnaie qui sera la plus efficace, mais après tout, encore une fois, à l'échelle locale peut-être, à l'échelle régionale peut-être, et pourquoi pas. Les choses peuvent évoluer, on a vu qu'aux États-Unis ça peut évoluer relativement rapidement. En termes d'énergie, en effet,
Il y a déjà, et tant mieux, des belles initiatives, notamment en Scandinavie, où il y a des projets entièrement financés par des ICO pour créer des pôles éoliens qui visent à créer l'énergie de manière autogérée pour justement faire fonctionner ces réseaux. Il y a même d'autres initiatives, y compris en France, d'ailleurs dans le sud-ouest de mémoire, où la Smart City autogérée, auto-alimentée en termes d'énergie, est favorisée par ces technologies. Donc oui, il n'y a pas besoin d'être pessimiste, c'était quand même mon objectif loin de là, mais par contre, ça pose des questions quand même d'indépendance, et puis évidemment de conséquences du changement climatique, etc. Quand même, surtout aujourd'hui. J'espère que demain non, mais aujourd'hui, la Chine c'est encore 80% et l'énergie créée en Chine n'est pas forcément de l'énergie propre. Alors, juste, d'abord, sur votre question sur le DAO et la réglementation, ou est-ce que finalement, je comprends ça comme est-ce que la réglementation ne risque pas de dénaturer le principe même d'avoir ces systèmes distribués, régis par un protocole, etc. Moi, je ne pense pas, enfin, si vous voulez, c'est-à-dire que vous connaissez cette expression « code is law hein, », qui est très connue. Bon, en fait, je pense que la technologie est là pour faciliter des mécanismes de gouvernance. Vous pouvez faire aujourd'hui des choses absolument incroyables, en tout cas avec une granularité, que ça soit au sein d'une entreprise, au sein d'un État, pour consulter les gens sur êtes-vous en faveur de ci, de ça, on va faire des systèmes compliqués, voilà. Tout ça vous pouvez le programmer. Mais je pense qu'il y a certains, quand tout se passe bien, super. De DAO, il y avait un problème, il y avait une faille, quelqu'un a exploité un appel récursif, etc., réussi à siphonner grosso modo un tiers des fonds, environ 50 millions de dollars. Bon, ça s'est finalement bien résolu. Les principes du droit qui devaient, je pense, s'appliquer. Si vous voulez. Moi, je suis très attaché en fait aux principes, indépendamment de la technologie. Donc, vous voyez que ça soit la protection des consommateurs. De DAO, enfin, vous connaissez tous, je pense, ou pas, l'histoire. Quand ce problème est arrivé, il y a eu des questions fondamentales. Il y a eu des questions fondamentales sur est-ce que la personne qui avait exploité la faille du protocole doit être considérée comme un criminel ou non. Il y a eu grosso modo la majorité des gens qui ont dit finalement son action trahit l'esprit, d'une certaine manière, l'intention du protocole, et une minorité qui a dit bah, finalement il était plus intelligent que les autres, si je puis dire, bravo, et on va continuer, voilà, on va continuer de la même manière. Bon, je caricature. Mais ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'il n'y a eu aucune poursuite, voilà, pour différentes raisons à mon avis, mais judiciaire à ma connaissance, sur ce problème du DAO, et les choses sont rentrées dans l'ordre, il y a une fourche, comme ça a été évoqué, bon, etc. Mais voilà, donc les principes de droit, si vous voulez, en fait, moi, encore une fois, ça revient à la question aussi de la réponse que je donnais à monsieur, ces deux mondes peuvent parfaitement coexister, mais en cas de, si vous voulez, il faut penser aux applications aussi. Hein, que le protocole Bitcoin, si je puis dire, existe et fonctionne très bien pour faire des paiements internationaux, voilà, c'est super, moi je trouve que c'est magnifique à différents titres. Mais quand certains principes, et notamment par exemple de blanchiment d'argent ou autres, sont enfreints, voilà, ça pose bien entendu des questions fondamentales. Et donc je pense que là, la réglementation existante, si vous voulez, les réglementations existantes, c'est comme les banques. Souvent, je vais caricaturer, hein. Si je voulais être cool, je dirais, ok, les banques, no bank, etc., on s'en passe complètement. La réglementation, tout ça, c'est voilà, on va faire de nouvelles choses. Mais la réalité, ce que je pense profondément, si elles sont là, il y a aussi une certaine sagesse, une certaine expérience, tout un acquis, des raisons. Donc voilà, je pense que ces deux mondes peuvent très bien, doivent coexister, et que les principes, en fait, l'esprit du droit, vous connaissez l'expression hein, de l'esprit des lois, célèbre texte de Condorcet, de Montesquieu, pardon, si je ne m'abuse, de Montesquieu, voilà, et sont à respecter. Après, juste sur des questions énergétiques aussi, en fait, là, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est des questions, là encore, il faut regarder, si vous voulez, en détail, dans les chiffres. Le protocole de travail actuellement utilisé par la blockchain publique est très énergivore parce que, notamment, c'est une blockchain publique
Donc finalement, plus vous voulez sécuriser un réseau pour lequel vous n'avez aucune information sur ses participants, plus a priori il faut l'énergie. Enfin, d'une certaine manière, je vous donne de l'intuition. Si jamais vous avez un club où les gens se connaissent, a priori, vous avez déjà une certaine connaissance sur les interlocuteurs et vous pourrez vous attendre à ce qu'éventuellement il y ait un niveau de sécurité moindre. Donc le sujet des protocoles de consensus, c'est un gros sujet de recherche. Et je pense que, comme ça a été dit, on arrivera à faire beaucoup de progrès et c'est par exemple l'un de nos sujets de recherche de nos axes. Il y a des gens, par exemple à l'école normale supérieure, qui travaillent là-dessus et qui, à mon avis, vont faire des avancées très, très intéressantes. Juste sur le dernier point, parce que je crois que c'est quand même intéressant et je fais exprès un peu de prendre ce contre-pied-là. Ça a été évoqué, vous voyez, les différentes initiatives, par exemple sur les énergies éoliennes. Super. Moi, je suis à fond pour les énergies alternatives. Je veux dire, voilà. Quand vous regardez la réalité, si vous mettez une casquette d'ingénieur et que vous regardez les coûts, les bénéfices, etc., c'est pas valable dans tous les environnements. Il faut voir, vous voyez ce que je veux dire. Et après, il y a plein la monnaie, même chose. Vous savez qu'un sujet de recherche intéressant pour vous, et sur les questions, c'est des systèmes d'échange locaux. Vous savez que pour la monnaie, vous avez certains systèmes d'échange locaux où cette idée de mutualisation, qui je trouve est a priori elle parle à tout le monde. Si on veut, on est dans une économie, on va chercher de plus en plus à mutualiser, à partager, et 99% des gens à qui je parle sont très contents de le faire. Après, ça pose, il y a quand même des vraies questions sur le passage, si vous voulez, le passage à l'échelle, et comment, quand vous quand vous voulez organiser les choses avec des protocoles de gouvernance, pour certaines applications c'est facile à faire, pour l'ensemble des activités de notre vie, si je puis dire, il faut raison garder, et il y a encore, là aussi, je peux vous dire, il y a beaucoup de choses qui sont racontées qui sont, à mon avis, complètement irréalistes. Ça ne veut pas dire que ces initiatives ne sont pas super intéressantes et ne vont pas porter fruit dans quelques années. C'est là. Je fais exprès un peu le gap générationnel de 10 ans. Je ne sais pas si tu mets la question sur la cybercriminalité, si vous voulez. Mais juste un petit complément. Est-ce que les cybermonnaies est-ce qu'on a des études qui font une projection pour savoir si ça va renforcer le dollar ou l'affaiblir? Vous avez du dollar et vous voulez savoir quel sens ça va aller? Non, plus sérieusement. On parle de sens que ça va aller. Est-ce que s'il y a de plus en plus de crypto-monnaies, ça va affaiblir le dollar? Je comprends votre question, elle est légitime. Alors, des petits éléments de réponse. D'une part, par rapport au pétro, forcément la crédibilité de l'émetteur est très importante, et quand on sait dans quelles conditions ça a été émis, moi qui regarde ça de très près, je ne vous conseille pas d'investir dans le pétro. Par contre, les crypto-actifs baqués sur des vrais actifs tels que le pétrole, ou d'autres, il y aura le diamant, il y en aura d'autres, c'est l'avenir. Clairement, ça me paraît intéressant. Deuxièmement, par rapport au minage, le protocole actuellement, qui est de preuve de travail, c'est un protocole de force brute. C'est-à-dire qu'il est très consommateur, comme ça a été bien dit. Il y a des dizaines de protocoles qui existent, qui consomment beaucoup moins. Donc il suffit de modifier le protocole pour avoir des protocoles qui consomment beaucoup moins et qui sont moins énergivores. Donc ça me paraît un meilleur élément que d'avoir du proof of work propre, c'est d'avoir un autre proof of stake, ou genre je pense à 3-4 autres protocoles, mais ça vient de défini. Et alors un élément pour vous répondre, si jamais on a du trading sur blockchain, qui serait sur DLT, et pas sur blockchain comme je vous l'ai expliqué, on peut standardiser une vitesse de transaction sur le réseau. Donc ça permet de fluidifier un réseau, mais de le mettre un minimum et un maximum, d'avoir un gap au niveau de la vitesse de transaction. Donc on peut sécuriser les réseaux de trafic au niveau des marchés financiers de façon plus efficace que ce qui est fait aujourd'hui avec le day trading, le high trading volatility. Et alors oui, la majorité des crypto-monnaies qui sont en train de naître et qui ont de la valeur, aujourd'hui c'est des sommes qui sont ridiculement faibles par rapport aux actifs. C'est même pas 5% de ce que l'or est, donc ça n'a aucune influence sur le dollar qui est beaucoup plus gros, mais à terme, les environnements vont se co-créer, vont se co-enregistrer, et il y aura une influence sur les monnaies fiat, les monnaies réelles. Ça va venir. Je pense peut-être parce que c'est un sujet de recherche important, pour complémenter essayer de complémenter la réponse qui vous a été donnée.
Par exemple, le sujet, vous entendez souvent, est-ce que le Bitcoin est plus ou moins facilite le blanchiment d'argent plus que le cash ou pas? Alors, vous avez différentes positions. Je ne connais pas d'ailleurs, à mon avis, d'études exhaustives et bien faites du sujet. Ce que je voudrais juste dire, c'est que je pense qu'il faut distinguer entre le régime temporaire et le régime permanent. Et le régime temporaire, c'est-à-dire dans ces phases de transition, même chose d'ailleurs quand on évoquait le cadastre, si vous voulez utiliser la blockchain pour mettre un cadastre, ce que je disais sur l'interface entre monde physique et monde virtuel, quand vous avez une blockchain qui fonctionne, qui a été établie depuis plusieurs années, il n'y a pas de problème. Passer de la situation actuelle à une situation, je dirais, blockchainisée de départ, c'est pas évident. Voilà, il y a toujours, là vous avez besoin de tiers de confiance. Si vous allez mettre un cadastre en place en Grèce, ailleurs ou en Afrique, vous êtes à peu près sûr que deux voisins vont dire non ça c'est à moi, non ça c'est à moi. Donc pour lancer le système, si vous voulez, vous êtes obligé encore d'avoir des transitions intelligentes. Et sur la monnaie, je pense qu'aujourd'hui, en fait, quand vous regardez l'évolution, les gens qui avaient du Bitcoin en 2011, 2012, 2013, il n'y avait pas forcément, ils ne s'encombraient pas d'aujourd'hui. Quand vous regardez les échanges, et ça renvoie aussi à cette question sur la réglementation, ils essayent justement de mettre du KYC, du AML, etc. en place pour que l'ensemble du système soit propre. Et je pense qu'à terme, en fait, je pense que si au début, le Bitcoin était potentiellement un outil effectivement de financement de plein de choses, etc. À terme, une blockchain et une crypto-monnaie bien conçue pourrait au contraire, si vous voulez, être un outil très intéressé. Moi j'appelle ça la monnaie dirigée ou la monnaie paramétrée dont on conditionne, si vous voulez, l'usage. Un peu comme les systèmes d'échange locaux qui ont plus ou moins pignon sur rue. Vous, ça vous facilite certaines choses et vous ne pouvez utiliser ces unités de valeur que dans un certain contexte. Donc, je pourrais vous parler par exemple d'initiatives d'organisations caritatives qui veulent utiliser, mettre en place des tokens précisément pour s'assurer que quand des donations sont faites, elles ne vont pas partir, voilà, elles ne seront pas détournées par des chefs d'État véreux, etc. etc. Voilà. Et une dernière initiative, je pense que ça peut être intéressant pour vous comme application aussi, après je me tais, international très intéressant. Vous avez entendu parler justement par exemple du marché du crédit carbone. Vous savez que le crédit carbone, ça a été une très belle idée, mais qui a terminé pour différentes raisons, enfin, ne le citez pas, mais un peu dans un flop complet en fait. Et aujourd'hui, vous avez des idées, il y a notamment une initiative qui s'appelle The Climate Chain, où on essaye d'inscrire des registres, on essaierait d'inscrire des registres carbone, si vous voulez, sur une blockchain. Et là, en termes d'éthique, en termes d'environnement, en termes de toutes les valeurs qui, je pense, sur lesquelles là on est tous d'accord, il y a à mon avis, la technologie pourrait permettre de très belles choses. C'est-à-dire, je vous dis n'importe quoi, mais vous plantez en arbre en France, vous êtes rémunéré par voilà, une blockchain globale ou qui serait orientée vers... Donc en tout cas, pour les crédits carbone, les États là sont en train d'envisager, la France en particulier, de mettre un registre carbone international qui serait sur une blockchain. Une blockchain qui ne serait pas là ouverte, monsieur, qui serait une genre de blockchain semi-privée de consortium où il y aurait un permissionnement et un contrôle qui serait fait, si vous voulez, par les États. Bon, après, vous pouvez me dire, c'est peut-être pas idéal ou autre. Moi, comme ça a été dit, je crois qu'on est d'accord là-dessus, il y a un certain, si vous voulez, consensus. Les États ne sont pas encore à jeter par la fenêtre. Juste, je crois qu'il nous reste 2 minutes pour une toute dernière question sur la vie privée, et je vais vous demander du coup d'être un peu bref, à la fois dans la question qui est posée et dans la réponse. Je suis désolé pour la partie du temps, mais on doit renvoyer l'école à 20h. Je vais être très bref. Je vais aller un petit peu au-delà du problème de gouvernance. Et je vais directement attaquer. Donc, dans les blockchains, chaque mineur a une copie, une sauvegarde donc des informations, donc des sauvegardes des informations des individus. Par conséquent, donc j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur la question. En général, les blockchains posent beaucoup de problèmes à ce niveau-là, à ce niveau donc au niveau du droit et de la compliance que ensuite les entreprises utilisent ces informations. Donc, au niveau de la data, quel est votre avis? La vente de ces informations et le reste. Merci.
Allez-y, moi j'ai une réponse très rapide, je ne veux pas... Alors en vérité, ça dépend de la blockchain, mais sur les blockchains standards, Bitcoin, Ethereum, tout ça, il y a très peu d'informations. Tu as juste l'adresse, enfin, tu as juste telle adresse à envoyer telle valeur à telle adresse. Et pour les banques surtout. Alors pour les banques, oui, ça c'est vrai que c'est toujours le problème classique de database. Alors par exemple, ce que je sais, ce qu'on essaie de faire en France, c'est par rapport au projet France Connect. Donc c'est l'État très rapidement qui va faire en fait un portail de connexion pour tous les sites qui sont en rapport avec la gestion étatique pour les gens. Et bien, des entreprises privées ou des entreprises blockchain pourront se connecter pour requêter leur base de données de manière éphémère pour utiliser les informations uniquement à un moment donné et avec une utilisation des informations qui est optimisée pour ce que la personne veut faire. Par exemple, si par exemple tu dois acheter un billet d'avion, il faut que tu aies ton adresse, que tu prouves que tu es majeur, etc. Et on ne va pas te donner forcément d'autres informations sur la personne et ces informations elles sont détruites après. Voilà. Donc on met en place ce système-là. Et alors, donc juste aussi pour rebondir sur ce qui a été dit, donc j'insisterai pour répondre à votre question de manière simple. Donc toute la valeur ajoutée de la cryptographie. Donc le Bitcoin, comme l'a très bien dit mon voisin de droite, je suis désolé, c'est un peu la fin de journée. Vous n'avez juste, tout est en clair. Vous avez des adresses Bitcoin qui envoient et donc vous avez juste les transactions. C'est un contresens parfois qu'on fait. Les informations de transactions sur la blockchain du Bitcoin ne sont pas chiffrées. Et il n'y a que ça. Donc après, la seule information qu'aurait quelqu'un qui irait regarder sur Blockscan ou autre, voilà, ça serait juste, il n'aurait aucune information sur vous, sauf s'ils étaient capables de faire le croisement entre votre identité physique et l'adresse Bitcoin utilisée. Voilà. Maintenant, sur le développement futur et votre question sur les banques, le chiffrement, idéalement, aujourd'hui, si une banque développe une blockchain pour telle ou telle application, elle n'aura à mon avis pas plus d'informations que sur vous, que les systèmes informatiques actuels le permettent. Et là, je vais répondre, essayer de prendre parce que votre question elle est centrale. Je pense que justement, un système bien conçu, notamment grâce à ce qu'on appelle de la cryptographie homomorphe ou autre, devrait pas permettre aux acteurs du système d'avoir plus d'informations confidentielles ou privées sur nous, mais au contraire, moins. Et en faisant une bonne architecture du système, par exemple, j'évoquais la cryptographie homomorphe, par exemple, vous avez, c'est une branche de la cryptographie où de manière juste très simple, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai quand même un peu lu sur le sujet et regardé certains systèmes. Ça vous permet de vérifier, par exemple, le détail de calcul ou de vérifier que certaines opérations ont été bien réalisées sans en connaître le contenu. D'accord ? Donc on pourrait par exemple vérifier un mécanisme de gouvernance entre vous sans qu'un mécanisme de gouvernance entre vous soit bien exécuté, sans du tout connaître les détails, bien entendu, de vos identités, etc. Donc encore une fois, c'est vraiment la technologie, je pense, c'est l'usage qu'on veut en faire, et si le système est bien conçu, à mon avis, une bonne blockchain du futur devra beaucoup moins transmettre à ses acteurs d'information que Facebook actuellement. Que les plateformes centralisées. Donc ça doit être plutôt de l'espoir que voilà. Mais conception du système, encore une fois. Si... Merci.